va passer un peu plus dans le concret. Et donc, à chacun, finalement, vous allez un peu nous exposer au commencement, peut-être essayer, alors, ça, en fonction des exemples, ça va être peut-être dur à dater, mais de dater ce que vous pouvez considérer après l'idée comme le commencement opérationnel, là où il a fallu vraiment mettre en œuvre votre idée, votre projet. Et alors c'est pas facile hein, parce que souvent on se rappelle après coup, après les années d'expérience, que l'innovation a vraiment démarré à tel moment. Donc c'est pas un travail facile à faire. Et derrière justement par rapport à cette initiation, un peu vos à l'époque, je dirais, même si cette époque peut dater de quelques mois, plusieurs mois, s'il y a eu, qu'est-ce qui vous a conforté peut-être dans l'idée de continuer là-dedans? Donc, est-ce que les soutiens, en quelque sorte, et des freins, des choses qui vous ont fait réfléchir ou qui vous ont dit, il faut peut-être penser à ça, ou des choses en se disant, mais il y a encore un frein auquel on n'a pas trouvé de solution. Ça, on le reverra peut-être après dans l'évolution de, si c'est le cas de ces freins-là. Écoutez, quand on a créé notre communauté d'agglos et qu'on a voulu se mettre en place un plan local d'habitat, la région, et par notre sénatrice Catherine Deroche qui suit la santé plus particulièrement, cherchait un territoire innovant, un peu à part, donc on rentrait dans les cases, pour se dire qu'en même temps de faire notre plan local d'habitat, que le Gérontopôle, piloté par la région, je ne sais pas si c'est les bons termes, pouvait nous aider. Et là, on s'est proposé comment dirais-je, le territoire d'expérience. Et là, on a rencontré le professeur Beru, Madame Artaud, qui est là, que je remercie au passage parce qu'elle nous a beaucoup aidés. Et là, on a rencontré ces gens-là qui nous ont dit comment, entre le cabinet qui nous fait le plan local d'habitat, comment eux pouvaient nous aider à mettre des actions sur le vieillissement de la population par rapport à l'habitat. Et c'est de là qu'on a, en parallèle avec le plan local d'habitat, comme je viens de dire, nous avons eu des rencontres avec Madame Artaud qui travaillait à la région mais qui travaillait chez nous, par rapport à notre souhait, parce que les gens des Mauges, les élus des Mauges, si vous voulez qu'ils rentrent dans une action, il faut un peu les laisser décider. Les cabinets, c'est très bien, mais on veut aussi participer, c'est comme le contrat local de santé, on veut aussi être acteur. Donc c'est de là, et puis c'est de là qu'on est arrivé, au fur et à mesure, à faire un plan d'action sur le vieillissement, qui va être validé à la fin de l'année, et puis le début de l'année prochaine, et c'est de là qu'on a mis en place, on a voulu organiser notre forum du 23 novembre, à laquelle le professeur Beru avec Madame Artaud vont participer. Alors, juste par rapport justement à cette mise en place, parce que là on voit bien le soutien, la dynamique, est-ce que vous avez eu des freins dès le début, quand vous avez commencé peut-être à communiquer sur, peut-être que vous avez commencé à communiquer justement sur ce que vous étiez en train de faire auprès de vos riverains, est-ce qu'il y a eu des craintes par rapport à cette nouvelle organisation, ou au contraire, est-ce que ça a été bien accepté, ce contrat local de santé, mais à la fois cette organisation, ou au sein même de votre équipe, on sent qu'il y a une certaine solidarité, donc la réponse sera évidente. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas rencontré beaucoup de freins. Peut-être que le seul frein qui pourrait y avoir, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire à la place d'eux, en tant que politique. Il faut savoir chacun tenir sa place. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Bien sûr, nous sommes là à un moment donné pour, je dirais, faire en sorte d'être, je dirais, les hommes et les femmes qui permettent, je dirais, l'évolution. Mais si on ne sait pas, je dirais, s'appuyer sur des professionnels, comme vient de le dire tout à l'heure Alain, soit le professeur Beru, soit Madame Artaud, soit d'autres personnes dans d'autres compétences, eh bien là on a tout faux.
Hein, et c'est là qu'il faut vraiment tenir notre place. Nous sommes des facilitateurs, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et s'il y avait un frein à dire, c'est là qu'il faut se méfier. Hein, où nous ne faisons pas la place, il ne faut surtout pas faire la place. Et puis, pour réussir aussi, il y a une autre chose importante. Je l'ai vu écrit tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est pour se donner satisfaction qu'on a mis en place ça ou ça? Bon, là, j'en ai rien à faire, moi. Quel service on apporte à notre population demain? Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Si on n'est pas capable de le voir de cette manière-là, si c'est pour avoir une place au Sénat, pas la peine d'y aller. Hein, c'est d'abord et avant tout, et là on a cette chance, je dis bien cette chance au niveau des Mauges communautés, hein, où on n'avait pas, je dirais, ces ordres problématiques. Et c'était l'occasion de vraiment défendre, je dirais ça d'une manière globale. D'abord et avant tout, savoir ce que l'on veut et savoir être à sa place. Voilà. Merci, donc j'en étais à l'idée. Alors c'est bien d'avoir une idée, mais après comment on concrétise? Donc je vous l'ai dit, on est une entreprise industrielle qui fait du B2B, qui fabrique des chaussures et qui les vend. Et là on se lançait dans un tout nouveau business model. Donc qu'est-ce qui fait qu'on décide d'y aller? Donc ça a été au moment où Franck a eu l'idée, on a reçu un message d'une organisation qui s'appelle Silver Eco Night, je crois, qui nous proposait de candidater pour obtenir un prix de l'innovation. Donc là on y est allé et puis on a gagné le prix de l'innovation en 2017, prix de l'innovation Silver Eco, un prix qui est remis par un jury pluridisciplinaire, mais principalement des professionnels. Il y a un petit peu de particuliers, mais les 2/3 sont des professionnels. Donc là, on remporte le prix, donc ça n'a fait que, ancrer nos convictions. Et donc, publication Twitter, on est identifié par la CCI et le Gérontopole. Et là, on nous connecte, grâce au réseau animé par la CCI et le Gérontopole, on nous connecte à l'écosystème local de la Silver Economy. Un mot qu'on ne connaissait pas trop, hein, la Silver Economy, ce n'était pas du tout notre domaine. Et on rencontre une bonne partie des acteurs qui sont là aujourd'hui. Et en discutant avec le Gérontopole, notamment le professeur Beru, on a aussi son retour qui est plutôt encourageant. Et grâce à la CCI, on rencontre des acteurs de l'accompagnement de la personne, des EHPAD. Enfin, l'entreprise Parade avait absolument aucune raison d'aller travailler avec des EHPAD ou des résidents seniors ou des services d'accompagnement de la personne jusqu'à ce projet-là. Et donc, en étant dans cet écosystème, on a été stimulés et surtout les freins qui étaient liés au fait qu'on n'avait pas forcément toutes les compétences pour développer le projet, on les a trouvés justement grâce au réseau ligérien. Alors je vous l'ai dit, au niveau de l'électronique, ça s'est plutôt passé du côté d'Angers. On a des entreprises de plus ou moins grande taille qui nous accompagnent sur le projet. La Cité de l'Objet Connecté, où on a fait notre première preuve du concept. Et puis au niveau Géronto, là on a passé un peu de temps ici avec toutes les équipes. On a notamment passé 3 jours avec toute l'équipe projet, donc on était 9, en formation avec Delphine Piolet et puis Gilles Beru. Et donc tous ces échanges ont permis de faire évoluer le projet et de le rendre possible. Je pense notamment à ma collègue Laure qui s'occupe du produit, qui passe son temps à l'usine à réfléchir à des nouveaux produits. Et donc là, elle a, grâce au conseil d'experts, imaginé Yvonne un petit peu différemment de ce qu'on avait imaginé au début, c'est-à-dire une chaussure avec un ouvrant hyper facile, une chaussure facile à enfiler, hyper confortable, avec un chaussant un peu plus large que les chaussures standards, et puis un maintien aussi, un maintien un peu plus fort. Donc finalement, Yvonne va aussi se positionner dans la prévention primaire de la chute parce qu'on va être bien chaussé. Une des raisons de la chute, elles sont plurielles, mais en tout cas, c'est aussi le fait d'être mal chaussé. Donc voilà, donc on a mûri grâce à l'ensemble de ces acteurs. Et puis, on a aussi réfléchi
réfléchi à notre business model. Donc là, je vous l'ai dit, on est sur une offre de service. Donc là, c'est pareil. On est sur une autre culture, une autre approche en termes économiques. Donc ça, on avance bien sur ce sujet-là. Pour finir, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ouais. Pour finir, il nous manquait quand même la validation auprès de nos acheteurs. Et on a organisé plusieurs événements au cours duquel on a présenté la solution. La dernière, c'était lors de la Digital Week. On a organisé 2 tables rondes avec des personnes âgées, mais aussi on a eu la chance d'avoir un site internet américain qui a produit une vidéo sur Yvonne en avril ou mai de cette année, une vidéo qui présentait le concept, et ils l'ont appelée en anglais la chaussure qui peut sauver des vies. Et elle a fait 14 millions de vues en 3 semaines à travers le monde, donc principalement Europe et US, et on a eu là 7 fois des retours de nos futurs abonnés, et c'était hyper encourageant. Plutôt des proches qui pensent à cette solution pour leur mari, leur père, ou même leurs enfants, leurs enfants qui ne sont pas si jeunes mais handicapés, qui refusent de porter des dispositifs stigmatisants, peu confortables, et voilà. Donc ça a été un peu la dernière étape qui nous a incité à vraiment poursuivre dans le développement de la solution. Alors, au niveau du timing, pour répondre au niveau du timing, c'est un peu particulier par rapport au témoignage, puisque nous, en fait, c'était tout simplement lié à la construction du centre d'hébergement temporaire. Donc déjà, on a eu une autorisation du conseil départemental de la Vendée. Ensuite, il a fallu trouver les financements, et puis les travaux, qui ont duré 13 mois. Donc on a ouvert, c'est très récent, puisqu'on a ouvert en septembre de cette année, et nous prévoyons nos premiers curistes le 19 novembre prochain. Donc voilà au niveau du timing. Pendant cette phase de recherche de financement et de construction, les soutiens que nous avons eus ont été vraiment nous ont donné du baume au cœur, puisque on nous avait proposé de passer ce projet au niveau du portail Agir Carco, et nous avons eu en quelques semaines les soutiens donc sous forme de subventions, des travaux, donc de Malakoff Médéric, d'Humanis, d'AG2R La Mondiale, de Clésia, et puis un peu plus tard de la CARSAT des Pays de la Loire, de l'Agence régionale des Pays de la Loire, et dernièrement de la conférence des financeurs. Donc on a plutôt été gâtés à ce niveau-là. Au niveau des freins, je vais peut-être vous laisser la parole, parce que voilà. Merci. Je dirais les soutiens aussi, je rajouterais même au-delà des entreprises qui auraient pu nous soutenir, ce qui est extrêmement soutenant, c'est finalement, je dirais, les étoiles dans les yeux des gens à qui on présente le projet. Et ça, je dirais que c'est quand même dans la difficulté, voilà, le professeur Béru en a parlé tout à l'heure, de la difficulté de mettre en place un projet innovant. Le fait, quand on parle de notre projet, de voir à quel point ça réagit, ça interagit avec les personnes à qui on en parle, ça c'est, je dirais en tout cas, je pense pour nous, le soutien finalement le plus important qui nous aide à tenir sur le long cours, parce que voilà, c'est quand même des projets compliqués à mener. Sur les freins, mais écoutez, pas tant de freins que ça, je dirais. À titre personnel, comme médecin, j'ai quand même ressenti à bas bruit un frein un peu du secteur sanitaire, avec comme une espèce d'impression de méfiance par rapport à ce projet qui finalement chavire un petit peu tout ce qui est déjà existant et qui tendrait à finalement mettre à défaut les EHPAD, pour ne pas les citer, et aussi tout un tas d'organisations voilà, qui sont déjà en place sur le terrain. Et un autre frein qu'on découvre là au décours de la mise en place du projet réel, c'est finalement la population elle-même qu'on cible pour le projet, puisque déjà, comme le disait le professeur Béru, les personnes qui vieillissent mais très très bien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, et quand il s'est passé quelque chose, c'est déjà trop tard. Donc avant que ça soit trop tard, tout va bien, et on essaye de ne pas penser que ça pourrait mal se passer, parce que ça pourrait porter la poisse, et là on rejoint un petit peu les adaptations de l'habitat. Hein. Donc voilà. Et un autre frein, je dirais, mais qui est plutôt effectivement français culturel, c'est l'idée que la prévention, déjà, ça ne sert pas à grand chose, les médicaments c'est plus efficace,
Et puis surtout, un dernier frein, je dirais que la santé, c'est gratuit. Que tout ce qui tourne autour des problèmes de santé, ça doit absolument être gratuit. Et dès lors qu'on commence à rentrer dans un cadre qui nécessite un investissement, même si à moyen terme, tout le monde est gagnant, et a fortiori surtout la personne âgée financièrement, initialement, il faut choisir et décider d'investir au moins à un moment donné. Et ce passage-là est, en tout cas, on s'en rend compte au quotidien, assez compliqué. Donc, et puis voilà, aussi avec une suspicion derrière, voilà, les gens ont leur petit bas de laine et puis on ne peut pas y toucher parce que c'est pas tellement les choix qu'ils ont. Donc voilà, un petit peu sur les freins, mais finalement, bon, on espère les dépasser. Oui, on va les dépasser. Merci. Donc déjà, petite conclusion par rapport à cette intervention. Alors déjà, c'est dur, c'est vrai, de dater. Entre l'idée et la réalisation, tout est un peu mélangé, donc c'est assez difficile de dater. Et ce qui est intéressant de voir dans vos témoignages, et moi le plaisir j'en ai eu aussi, c'est de voir que c'est jamais facile. Hein. Alors, quand l'idée est bonne et qu'on arrive à la défendre, les soutiens se multiplient. Et je pense qu'il y a aussi un gros travail de pédagogie derrière de l'innovateur pour présenter l'intérêt et convaincre. Mais derrière, il peut y avoir des freins. C'est je dirais le plus simple, c'est le frein, c'est le pognon. Il faut investir, peut-être qu'il faut aller chercher des subventions. Quand on investit, c'est une prise de risque quand même. Donc il va falloir avoir au moins un retour sur investissement, parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Hein. C'est au moins pour payer dignement ceux qui ont aidé à cette innovation. Ou quand on a aussi des assiettes budgétaires à gérer, ben, la répartition de ces assiettes budgétaires pour qu'elles tiennent compte aussi du reste de cette assiette pour la collectivité. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans les freins et les soutiens, c'est de mettre en avant les soutiens des fois qui vont devenir être des compétences. Ce sont des soutiens externes, des compétences professionnelles qui vont venir appuyer en termes de compétences, soit en intégrant directement, en devenant un acteur au projet, soit en étant un partenaire externe à ce projet-là. Et ça peut être aussi des soutiens, et là je dirais c'est tout aussi important, le soutien de la population cible. Ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est quand on a une idée, c'est le plus tôt possible de la confronter à sa cible pour voir si déjà il y a une adéquation entre l'idée qu'on a derrière et comment elle est perçue. Et derrière, ça nous permet aussi de voir s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, et des fois, et là on le voit, cette idée, moi ça m'avait assez intéressé, la conception peut-être culturelle que nous avons de santé égale remboursée, si je prends un raccourci comme ça, qui, je pense, c'est une conception assez culturelle, parce que dans d'autres pays que je connais un peu, les conceptions sont assez différentes. Et là, ça montre aussi que on a des freins qui peuvent être matériels, financiers, et là, de la même manière, on a des soutiens ou des freins qui sont pas palpables, et des fois, si on ne confronte pas aussi un peu en amont, si on a le moyen, cette idée à la réalité, aux gens qui vont être utilisateurs de cette idée, il y a des choses à côté desquelles on peut passer et qui peuvent, à terme en tout cas, rendre plus difficile soit la maturité de cette idée, de cette innovation, soit tout simplement la stopper. Dans la mesure où si vous faites un outil qui pourrait sauver tout le monde, mais que personne ne veut l'utiliser parce qu'il le trouve dégradant, parce que c'est pas dans leurs habitudes, dans leur conception, vous avez beau avoir inventé quelque chose de magnifique, si personne l'utilise, il est inutile. Et des fois, cette inutilité, elle n'est pas matérielle, mais c'est aussi une conception culturelle. Et là, je raborderai ça après, mais il y a une nécessité justement derrière beaucoup de travail de l'innovateur qu'on ne compte pas, et qui est de parler, aller à la rencontre pour expliquer, essayer de convaincre, hein, c'est le terme, parce que la personne, en tout cas dans les exemples que moi j'ai voulu, qu'on m'a conseillé aussi de sélectionner, on est dans des exemples de bienveillance, et derrière, dans ces exemples de bienveillance, il faut faire peut-être aussi comprendre, donner du sens. Il y a eu la notion de sens qui est revenue, de faire donner du sens à cette bienveillance pour que les gens puissent comprendre quels sont les tenants, les aboutissants, et si des fois il y a des choses qui peuvent être pour elles perçues comme des barrières ou des contraintes, qu'on puisse leur expliquer pourquoi, dans quelle manière elles seraient des barrières ou contraintes, ou de quelle manière, en changeant peut-être en changeant notre point de vue, elles pourraient être des avantages.